Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Comme prévu, la journée mairie morte s'est bien déroulée aujourd'hui à Grenoble. La plupart des services municipaux étaient donc fermés au public, tels que les crèches ou encore les musées ou bibliothèques. Le maire de Grenoble entendait ainsi dénoncer la baisse des dotations de l'État pour les communes. Nous vous l'annoncions hier, la route de secours du Chambon est désormais ouverte. C'est un grand soulagement pour les habitants des secteurs de Loizan et notamment pour les habitants de la Grave qui ont attendu cette route pendant plus de 7 mois. Et puis troisième volet de notre série intitulée Derniers travaux avant saison, l'occasion de découvrir comment les stations de ski se préparent à accueillir les touristes pour la saison d'hiver. Ce soir, direction Morzine en Haute-Savoie. Enfin, nous parlerons des perquisitions menées dans le cadre de l'état d'urgence avec mon invité Patrick Mérès. Il est le patron de la police iséroise. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les titres. L'attentat de Tunis a été revendiqué par le groupe État islamique. L'explosion d'un bus de l'armée a fait 13 morts, dont le kamikaze. La Tunisie restaure l'état d'urgence et annonce la fermeture des frontières avec la Libye. Et puis près de 12 000 policiers, gendarmes et militaires supplémentaires seront déployés pour assurer dès dimanche la sécurité de la COP21. 147 chefs d'État et de gouvernement se retrouveront à Paris pour tenter de trouver un accord contraignant sur le climat. Mais d'abord, c'est parti pour la saison de ski. Grâce à l'enneigement des derniers jours, bon nombre de stations vont ouvrir ce week-end. Certaines ont même accueilli les skieurs dès aujourd'hui. C'est le cas de Courchevel et Val Thorens en Savoie, mais aussi des Sept-Lots près de Grenoble. Cédric Picot, Didier Albrand et Frédéric Attelin. C'est la joie de la glisse, version primeur. L'occasion de repartir dans la pente dès le mois de novembre. Au Sept-Lots, quelques dizaines d'accros du ski entament les premiers virages de la saison. Génial, super pour la première là. Il n'y a pas de monde, c'est tranquille. On doit être une quarantaine, donc vraiment nickel. Que demander de mieux, il n'y a pas grand chose quoi. La neige, elle est comment? Elle est pas mal là, elle est fraîche et bien. On descend là, ça glisse tout seul. L'hiver est arrivé sur les hauteurs. Il est tombé ici entre 30 et 45 cm de neige fraîche, de quoi ouvrir 2 télésièges et une piste. Bon, ça va aller. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ça fait toujours du bien, ça c'est mieux que l'année dernière là déjà. L'année dernière à ce temps-là, c'est clair. on avait encore les pieds sous la table à regarder la météo là. Donc là c'est cool, ça fait du bien. Oubliez le manque de neige de Noël 2014. Cette année, les Alpes sont blanches dès le mois de novembre. Une aubaine pour cette station de ski iséroise. Skieurs, commerçants, exploitants, ici, tout le monde a su anticiper le début de la saison. C'est bon, hein? Là, ça redevient une saison normale et on fait des petites pré-ouvertures. Et ça permet à nous de mettre en route la station. Et ça permet aux quelques clients qui viennent de passer un peu de bonheur dans de la poudreuse merveilleuse. Et le manteau neigeux devrait encore s'épaissir avec les chutes prévues dans les jours à venir. Ce week-end, une dizaine de stations des Alpes ont prévu d'ouvrir leur domaine aux skieurs. Alors plus bas en Valais, notamment à Grenoble, les services municipaux étaient donc fermés aujourd'hui. Une journée d'action voulue est mise en place par le maire écologiste Éric Piolle pour protester contre la baisse des dotations de l'État et sensibiliser les Grenoblois. Alors comment ces Grenoblois ont-ils justement passé cette journée? Reportage Florine Eba et Nathalie Rapuc. Comme prévu, les bâtiments municipaux sont restés fermés au public aujourd'hui. Des piscines aux musées, des bibliothèques aux crèches, rideaux. Quant aux écoles, pas de problème, sauf pour la garderie où l'accueil périscolaire restait fermé eux aussi. Alors forcément, il a fallu s'organiser. C'est juste pour le midi, je dois la chercher à 11h30. Voilà, au lieu de midi, j'ai plein de boulot, mais c'est pas grave. Il faut faire des actions fortes pour réussir à dire à l'État en fait, de peut-être arrêter et signifier que le service public, on en a tous besoin et qu'ils font un travail au quotidien énorme. Le message de l'attrait médiatisé, journée choc pour la défense du service public, est globalement bien passé auprès des citoyens, à quelques exceptions près. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord et dans ces services publics et ils imposent ça. Mais là, non. Moi, je ne suis pas d'accord.
En dehors de certains services liés à la sécurité, la plus grande partie des 4000 agents communaux a dû se plier à cette décision municipale. Mais attention, ils n'étaient pas en grève. Ils ont été privés de leur rôle auprès de la population. Le maire de Grenoble assume. Ça heurte la vie quotidienne, donc on en est bien conscient. Mais c'est l'occasion, je crois, de poser les bases, de partager cette information. Ça, c'est un exercice démocratique important et c'est ça qui permettra d'avancer ensemble après dans les mois à venir. Dévoiler la situation financière de la ville, de ce côté-là, le message a été clair pour tout le monde. L'opposition, elle, a crié à la manipulation politique et a déposé un recours devant le tribunal administratif. Mais le tour de force de cette journée reste quand même un gros coup de com'. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Elle concerne l'annonce faite par le patron du fabricant franco-italien de semi-conducteurs, ST Microelectronics. Il a assuré que son groupe maintiendrait toutes ses usines en France. Les sites de Grenoble et de Crolles en Isère se disent soulagés, mais encore circonspects. Article complet sur le site alpes.france3.fr. Depuis les attentats de Paris, les enseignants sont en première ligne pour répondre aux inquiétudes des élèves. Une mission qui revient particulièrement aux professeurs d'histoire et géographie. Ils animent des cours sur le civisme. Alors aujourd'hui, certains d'entre eux sont venus à Vars, en Isère, pour préparer avec des militaires la fameuse journée de défense et citoyenneté. Jean-Christophe Solari et Grégory Lespinasse. Le PAMAS que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la double dotation. Ils sont professeurs en histoire géo et aujourd'hui ce sont eux qui prennent un cours de défense et citoyenneté au quartier Régnier de Vars, car dans leur classe, ils animent des modules de préparation à la journée de défense. Elle intervient généralement au lycée, en classe de première. Les enseignants sont les premiers donc, à intervenir sur des questions de défense et de citoyenneté. Et nous intervenons en troisième rideau. Nous bouclons en quelque sorte la boucle de ce parcours, sans oublier bien sûr l'étape du recensement en mairie. Vous allez devoir répondre aux questions qui vont défiler sur cet écran en tapant 1. Et pour mieux comprendre ce qui se joue durant cette journée de défense, autant se mettre à la place d'un jeune, à commencer par le test en français. Il faut être très concentré, c'est surtout ça. Et puis, c'est une histoire de rapidité, de repérage d'informations. Donc ça mobilise beaucoup de compétences. Intéressant. Mais plus que jamais, depuis les attentats de Paris, les enseignants sont interpellés par les élèves sur les questions de sécurité. L'état d'urgence, le rôle des gendarmes, de l'armée, des images qu'ils voient en boucle sur les écrans. Oui, à la télé, ou sur Facebook. D'où le problème. Parce que justement, entre ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils n'analysent pas, justement, ça pose un vrai souci. Et nous, on est vraiment là dans le débriefing. Alors après, effectivement, en termes d'attente, par rapport à la défense, à la sécurité, au métier lié à tout cela, ils sont en demande, ils sont en question, ils y portent beaucoup d'intérêt, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, ça c'est sûr. Des jeunes qui ont réalisé récemment à quel point des militaires pouvaient engager leur vie pour la sécurité des autres. Ils découvriront lors de leur journée de défense et de citoyenneté qu'un service militaire volontaire est en phase d'expérimentation. Les obsèques de Mathieu Giroux se sont déroulées aujourd'hui à Jarry, en Isère, la ville dont il était originaire. Ce jeune père de famille est décédé lors de l'attentat du Bataclan. Il était maître de conférences en géographie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. De nombreux enfants ont perdu un parent durant ces attentats parisiens. Elles deviennent ainsi des pupilles de la nation. Un statut particulier dont peuvent bénéficier les jeunes victimes du terrorisme. Alors que signifie être pupille de la nation? Élément de réponse avec ce reportage tourné à Annecy par Catherine Rougerie et Denis Sébastien. Alors là, on est sur la plage d'Albigny. C'est l'un de ses lieux favoris. Donc comme vous pouvez voir, il y a le chalet des sauveteurs. Au bord du lac d'Annecy. Et où mon père travaillait donc en tant que maître nageur. Magali Verdoulet vient souvent près de ce chalet construit en hommage à son père, aujourd'hui disparu. Maître nageur l'été, il est tué en exerçant son autre métier de policier. C'était en 1993. Magali avait 7 ans. À 43 ans, Christian Verdoulet était père de 4 enfants. Un braquage qui a mal tourné. C'est cette succursale du Crédit Agricole de Crangevrier dans la banlieue d'Annecy que 2 hommes ont attaqué hier après-midi. L'un des 3 policiers du poste de quartier arrivé rapidement sur place est abattu. La mère de Magali se retrouve seule avec ses 4 enfants. Elle fait alors une demande auprès du tribunal pour que ses filles deviennent pupilles de la nation. Ce statut offre une aide financière pour payer notamment les soins médicaux et les fournitures scolaires. C'est toujours pour les enfants, c'est en rapport à eux, c'est pas à moi ou quoi que ce soit. On est adopté en fait, c'est comme une adoption, c'est exactement pareil. Sauf que là c'est l'État, c'est pas les parents.
Réservé à l'origine aux orphelins de policiers et de militaires, le statut s'étend aujourd'hui aux orphelins de magistrats et d'élus. Autre personne concernée depuis 25 ans, les jeunes victimes de terrorisme. Depuis le début de l'année, 35 nouveaux dossiers d'adoption ont été déposés. Et depuis les attentats du 13 novembre, l'état d'urgence, vous le savez, a été mis en place. Cet état administratif donne aux forces de l'ordre des moyens d'action élargis, notamment la possibilité d'opérer des perquisitions sans recours au juge et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Alors hier, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a dressé un nouveau bilan de l'application de l'état d'urgence. Regardez ces chiffres, il y a eu 1233 perquisitions, 165 interpellations, dont 142 gardes à vue, 230 armes saisies et 266 assignations à résidence. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Patrick Mérès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur départemental de la sécurité publique, la tête des forces de police du département de l'Isère. Alors il y a tous ces chiffres qu'on a vus. Il y a aussi ce chiffre, 90%, dans 90% des cas, vous repartez bredouille. Alors, je ne me prononcerai pas sur les chiffres nationaux, évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Isère, sur la zone police, donc l'agglomération grenobloise, Bourgoin-Jallieu, Vienne et Voiron, nous avons réalisé depuis dimanche 29 interventions, au cours desquelles 10 personnes ont été placées en garde à vue et nous avons trouvé 12 armes. Donc est-ce qu'il y a un lien avec le terrorisme ? Nous avons un ratio intéressant et la première nuit, nous avvons fait un tiers des gardes à vue au plan national et un quart des armes saisies. Donc au niveau grenoblois et isérois, les interventions ont été ciblées et efficaces. Est-ce que pour autant, ces interventions, ces perquisitions ont un lien avec le terrorisme, puisqu'il s'agit bien de cela ? Alors la loi sur l'état d'urgence permet de faire des perquisitions administratives en raison effectivement des actes de terrorisme qui ont été commis, mais également pour des faits de droit commun qui peuvent être liés au terrorisme. On le voit tous, les terroristes étaient connus comme droit commun, ont été aidés par des filières logistiques liées au droit commun. Donc il est important dans ce cadre-là, en allant chez des gens susceptibles d'avoir des armes, de l'argent en quantité, des trafiquants de drogue ou des voitures, de pouvoir perturber ces filières et éventuellement, avec l'aide des services de renseignement, continuer d'aller plus avant dans ces dossiers. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour vous d'intervenir plus facilement dans les quartiers ? On sait que beaucoup d'armes circulent par exemple à Grenoble. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'aller plus vite, ou en tout cas que ce soit plus facile, entre guillemets. Le résultat le montre. On a saisi 12 armes, dont une Kalachnikov, dont des pistolets susceptibles d'être utilisés dans des règlements de compte. Donc je pense que si ça nous permet d'enlever des armes du marché sans la sécher, restons modestes, ce sera un succès pour les Isérois dans leur ensemble. Les moyens sont-ils suffisants pour intervenir ? Les moyens sont suffisants, oui, bien sûr. On s'organise. Dimanche après-midi, on a rappelé 60 personnes qui étaient en week-end, qui n'avaient évidemment pas prévu de venir. Tous ont répondu présents avec enthousiasme, parce que quand c'est l'état d'urgence, c'est une situation exceptionnelle. Les policiers, comme les gendarmes, se mobilisent immédiatement. C'est notre cœur de métier et ça fait plaisir à tout le monde d'intervenir sur un dossier fort en lien avec nos collègues parisiens. Alors ces interventions sont quand même assez impressionnantes. Vous intervenez, vous êtes une dizaine, habillés, armés, etc. Ça peut être un peu perturbant aussi pour le voisinage, enfin. Ça peut être perturbant pour le voisinage, mais là aussi, on a un devoir d'explication. Le préfet autorise en fonction des dossiers qu'on lui soumet. Et en tout état de cause, comme on est dans un état de droit, si on trouve quelque chose, on bascule immédiatement dans le cadre judiciaire habituel, sous l'autorité du procureur, qui est informé, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit à laquelle a lieu la perquisition, et on rebascule dans le droit commun que tout le monde connaît. Vous avez l'aide de l'armée. Comment se passe cette collaboration ? Alors, de façon excellente, nous avons la chance, effectivement, depuis les attentats de janvier, d'avoir un renfort militaire qui nous permet de sécuriser à la fois les lieux de culte israélites, à la fois la gare, et en début de semaine prochaine, en lien avec l'armée, on va pouvoir également renforcer la présence sur certains sites comme l'hypercentre, le marché de Noël, la caserne de Bonne. Donc, densifier la présence dans les quartiers qu'il nécessite pour être en capacité, malheureusement, de réagir en cas de besoin. Merci beaucoup, Patrick Mérès, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. C'est moi. Et c'est une conséquence indirecte des attentats du 13 novembre. De plus en plus de Français, notamment dans les grandes villes, s'inscrivent à des cours de self-défense particulièrement prisés, le Krav Maga, un art martial développé par l'armée israélienne. Présentation avec Jordan Guéant et Maxime Kemener. Je suis surpris, donc la première, j'ai les mains en bas, j'ai les bras ballants. Donc là, dès que je suis surpris, je monte les mains, histoire de montrer qu'en fait que je suis en garde, mais je peux aussi apaiser un petit peu la situation. Là,
Les gestes sont précis, les mots tranchants, concentration et rigueur. Autour de Pascal Pozza, ils sont une quinzaine réunis pour un cours de Krav Maga, une méthode d'autodéfense militaire. La menace, et là je viens, chasse-frappe. Initialement, c'est la méthode de défense de l'armée israélienne, qui s'est popularisée depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Voilà, mais initialement, c'est vraiment une méthode de défense. Si vous devez faire quelque chose, il faudra le faire rapidement, chasser le poignet. Il part à l'opposé, frappe pour pouvoir prendre la fuite. Chasser la main armée, frappe génitale, je prends la fuite. Après Charlie Hebdo en janvier, après le Bataclan, les cours de self-défense suscitent l'intérêt. À Paris, dans les grandes villes, les inscriptions se multiplient. À Annecy, ce n'est pas encore le cas. Pourtant, tous cherchent ici à se prémunir. C'est comme une sorte d'instinct de survie, en quelque sorte, on pourrait dire. Si quelqu'un qui nous agresse, on a tous un peu le réflexe de repousser la personne. Là, c'est pareil, mais en plus poussé, en fait. On va repousser, mais avec des mouvements supplémentaires. On apprend beaucoup à gérer le stress, à gérer les agressions. Et en fait, quand on se fait agresser, on a 80% on perd 80% de son attention et de sa force. Donc on apprend ici beaucoup à respirer, à se déplacer. En situation de stress, on ne sera pas à 100% de nos capacités pour percuter. Là, ici. Ça peut être utile, comme je disais, pour prendre confiance en soi et avoir observé, avoir une réflexion et faire une action. On ne vous dit pas qu'on pourra répondre face à des fusils d'assaut. Mais au moins, si ça peut permettre de protéger sa famille ou de prendre la fuite, et bien voilà, on aura déjà apporté quelque chose. Chaque semaine, Pascal Pozza assure une quinzaine de cours. En Haute-Savoie, les clubs comme le sien prospèrent depuis 10 ans. Un phénomène qui devrait être amplifié par le contexte actuel. C'est fait. Depuis hier, on peut désormais rallier Mont-de-Lans à la Grave par la route. Une route de secours très attendue par les usagers, en particulier à la Grave. Le petit village des Hautes-Alpes vivait enclavé depuis avril. Avec cette route, le quotidien des habitants a changé et tout le monde espère le redémarrage de la vie économique. Marion Feutry, Vincent Abran. À l'entrée de la Grave, du mouvement sur la route. Image banale et pourtant symbolique. Le signe que la vie reprend son cours dans le petit village des Hautes-Alpes. On est là depuis avril, on est bloqué, même si on est tous, on s'est quand même tous débrouillés, on est quand même tous positifs, on avance. Mais là, on était coincés, quoi. Et maintenant, c'est liberté, quoi. C'est bien, super, on peut enfin bouger, à notre gré. Grâce à cette petite route ouverte hier, la Grave n'est plus qu'à 5 km de Mont-de-Lans en Isère. Et déjà dans le village, les visiteurs font leur retour, comme ce couple d'Isérois. On savait que la route était ouverte et on avait envie de voir comment elle était, et voilà. Et on s'est dit, on va aller manger à la Grave. En 8 mois, le chiffre d'affaires de ce restaurateur a baissé de 40% faute de fréquentation touristique. Pour lui, l'ouverture de la route est un soulagement teinté d'inquiétude. La clientèle presque locale, Grenoble, Lyon, tout ça, par Internet, tout ça, ils vont arriver à savoir qu'elle existe, cette petite route. Donc on a un petit peu de l'espoir là-dessus. Mais c'est compliqué. C'est peut-être pas tout gagné. Interdite aux poids lourds, aux camping-cars, cette route de secours ne permettra pas d'absorber les flux de touristes. D'où certaines inquiétudes pour l'avenir. Tous les dispositifs qui ont été mis en place pour aider l'économie du tourisme doivent être maintenus et devront être maintenus au-delà même de l'ouverture du prochain tunnel pour l'hiver 2016-2017, puisque l'effondrement économique de tout le territoire va perdurer 2 ou 3 ans après la réouverture du tunnel. Donc c'est très important de maintenir l'effort. Fini les trajets en navette fluviale au quotidien, mais le combat continue jusqu'à la réouverture du tunnel, pas avant 1 an. Et on reste en montagne avec la suite de notre série consacrée aux derniers travaux avant la saison de ski. L'occasion de découvrir comment les stations se préparent à accueillir les touristes. Ce soir, direction Morzine, en Haute-Savoie, avec le reportage de Denis Vigneaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Morzine, petite station familiale, mais surtout l'un des accès privilégiés au grand domaine des Portes du Soleil. Ici, comme un peu partout en station, l'automne est la saison des travaux. Restaurants, boutiques et hôtels font peau neuve. Ainsi, par exemple, après les étages, c'est le rez-de-chaussée de cet établissement qui retrouve une seconde jeunesse. L'hôtel a été entièrement cassé et refait. On a créé une salle de spa, en fait, avec jacuzzi et toutes les dernières nouveautés pour le bien-être, puisque c'est un critère important pour la clientèle, notamment étrangère. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes plus concurrentiel, déjà par rapport aux concurrents de la station même, mais par rapport aussi à une clientèle
qui est de plus en plus exigeante, et par rapport à des stations qui sont aussi bien en Suisse qu'en Autriche, et nous on doit rester compétitifs par rapport à eux. Au chant des marteaux-piqueurs en ville répond la mélodie des engins de terrassement sur le domaine skiable. Un chantier commencé début juillet entre le massif de Nyon et celui du Pléné, qui jusqu'ici n'était relié que par une petite passerelle à un véritable goulot d'étranglement. 1,5 million d'euros et 5 mois de travaux vont permettre aux skieurs de bénéficier désormais d'un accès en pente douce jusqu'à une gare de départ rehaussée de 11 mètres. Nous avons apporté et remué 35 000 mètres cubes de matériaux, puisqu'on a dû rehausser de 11 mètres toute la plateforme. Ce projet a démarré il y a 4 ans. On a dû travailler beaucoup dessus pour trouver les solutions, surtout les solutions techniques, et le faire valider par les services de l'État. L'interface, il est à quel endroit ? Il va être sur l'objectif dans l'écran. Oui, mais moi, Pour assurer à ce domaine skiable la meilleure fréquentation, l'Office de tourisme met les bouchées doubles toute l'année. Il faut être présent en permanence sur tous les axes de promotion. Donc, au niveau de la promo et de la com, ça va être tout ce qui est préparation de supports documentaires, des opérations sur les marchés étrangers pour aller chercher des clients. Concernant l'accueil et tout ce qui est information client, pareil, c'est de préparer des fonds documentaires et les supports dont vont avoir besoin nos clients. Et puis concernant animation et événements, c'est de mettre en place ce qui va agrémenter le séjour de nos vacanciers. Prochain grand rendez-vous pour la station, la première édition du Morzine Winter Start les 5 et 6 décembre. Un exceptionnel week-end d'animation qui donnera le coup d'envoi de la saison d'hiver. C'est un petit nouveau dans le ciel, le gyrocoptère entre avion et hélicoptère. Cet engin séduit de plus en plus de pilotes, notamment car il est moins onéreux que ses grands frères et présente, vous allez le voir, les mêmes avantages. Le gyrocoptère, c'est cette drôle de machine inventée en 1923 par un Espagnol. On parlait alors d'autogyre. Reconnu comme ultra léger motorisé depuis 1998, il a le look d'un hélicoptère, mais la comparaison s'arrête là. L'hélicoptère a eu cette caractéristique supplémentaire de pouvoir décoller et atterrir verticalement, ce que ne permet pas l'autogyre. L'autogyre va décoller un peu comme un avion, il va lui falloir une certaine distance de décollage, et une fois en l'air, on retrouve des sensations d'hélicoptère. Avec l'apparition des nouveaux matériaux composites, de l'aluminium, du carbone, son domaine de vol évolue, et il devient très maniable et performant. Sa force ? Il est beaucoup moins cher qu'un avion, mais offre une sécurité accrue grâce à son grand rotor principal qui, quoi qu'il arrive, continue de tourner et permet au pilote de poser l'appareil en douceur. C'est une machine assez intermédiaire, même si on a la sensation d'être dans un petit hélicoptère, une voilure tournante. Le pilotage est beaucoup plus proche de celui d'un avion. C'est un pilotage finalement assez simple et avec une grande maniabilité. Machine capable de voler dans des conditions de vent extrêmement fortes et de rester très confortable, très stable dans la turbulence. Utilisable toute l'année, ce véritable scooter des airs peut assurer des missions variées. Initiation au vol, voyage, photo ou surveillance aérienne ou encore tout simplement une découverte panoramique des sublimes paysages alpins, des plus hauts sommets aux plus belles vallées. Ce soir, après le Soir 3, je vous retrouverai avec plaisir avec votre magazine Enquête de région qui s'intéresse aux causes et conséquences du réchauffement climatique dans les Alpes. Et ce, alors que la COP21 s'ouvre lundi à Paris. Alors il y a les signes visibles de ce réchauffement, comme la fonte des glaciers. Et puis la flore et la faune sont aussi menacées. C'est le cas du lagopède, un oiseau emblématique des montagnes. On regarde un extrait du reportage de Françoise Gué et Vincent Abran. Voilà, dans cette direction-là. C'est là où le signal est le plus fort. Donc ça, c'est un jeune oiseau d'une nichée. La mère a pondu à nicher là-bas en direction du col. Un système de radiopistage, des chiens d'arrêt et un grand sens de l'observation.
Pour ces 3 spécialistes de la faune de montagne, la traque du jour, c'est lui. Le lagopède, une grosse perdrix qui multiplie les tenues de camouflage. L'oiseau le plus frigophile d'Europe. Normal, c'est une relique glaciaire. Alors une relique glaciaire, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce qui a généralement des origines nordiques, arctiques, et qui aime le froid, et qui a peuplé ces régions, surtout au moment des dernières glaciations. Le lagopède, ce champion du déguisement, cette espèce emblématique de nos montagnes, sera-t-il un jour rayé de la carte des Alpes? Une hypothèse, pas si farfelue. Voilà, Enquête de région, c'est donc ce soir après le soir 3. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Comme prévu, la journée Mairie morte s'est bien déroulée aujourd'hui à Grenoble. La plupart des services municipaux étaient donc fermés au public, tels que les crèches ou encore les musées ou bibliothèques. Le maire de Grenoble entendait ainsi dénoncer la baisse des dotations de l'État pour les communes. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là demain à 19h. Passez une très belle soirée. À demain.